Bonjour Maxime. Bonjour Annie. Merci de t'être présenté ici à Famille en Affaires pour qu'on puisse discuter un peu de ton histoire. Maxime, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises qui es-tu. Et puis après ça, je vais te poser quelques questions. Parfait. Je m'appelle Maxime Paul Gosselin. Je suis un entrepreneur, présentement consultant pour des familles en affaires qui font face à des dynamiques de relève. D'accord. Maxime, ce que j'ai trouvé intéressant de pouvoir t'interviewer aujourd'hui, c'est que souvent, on a tendance à interviewer les gens puis à leur faire raconter leur histoire à succès. Parce qu'on apprend beaucoup, évidemment, de par les témoignages et les histoires des gens qui ont réussi le passage à la prochaine génération. Dans ton cas, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Disons que ce n'est pas un échec, mais disons que c'est peut-être pas de la façon dont on voulait que ça se termine, ton histoire. En effet. Alors, c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce qu'on peut apprendre beaucoup aussi des histoires qui ne se terminent pas comme on pensait. Donc, j'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire là, en 5 à 10 minutes. C'est bon. Premièrement, j'étais un joueur de basket puis un coach de basket, donc j'étais très au courant de l'impact sur une équipe d'un leader positif ou d'un leader négatif. Donc, j'avais déjà ce penchant de ma carrière sportive quand j'ai intégré l'entreprise familiale en 2010. Donc, j'ai intégré l'entreprise familiale qui s'appelle toujours Les Dépendances. On était importateur-distributeur de fromage fin. Puis, j'étais à la recherche d'un emploi parce que être coach de basket au Québec, c'est pas très rémunérateur et il fallait vraiment avoir un emploi, une passion pour le basket et les jeunes et un emploi qui me permettait d'avoir un salaire décent. Donc, j'ai intégré l'entreprise familiale, mais là, j'avais toujours été à son contact, même si j'avais jamais été un employé à temps plein. Puis, dès la première minute, quand je me suis présenté à mes parents, j'ai mentionné mon intérêt de reprendre l'entreprise. Donc, j'avais de l'intérêt à non seulement participer, mais participer à un niveau de plus en plus important pour éventuellement reprendre l'entreprise. Donc, tu avais l'intérêt. J'avais l'intérêt. C'est le premier ingrédient clé. Yes! J'avais un ingrédient correct. Maintenant, est-ce que tu avais la compétence? J'avais certainement peu de compétences, surtout pour le rôle qui m'a été offert. Il y avait une personne qui avait quitté l'équipe des ventes sur le territoire de Montréal, qui était le territoire le plus développé de notre entreprise. Et c'était l'ancienne route que mon père avait développée au départ. Donc, la route la plus développée sur la ville, la plus développée. Il y avait beaucoup de travail à faire, puis c'était juste avant Noël. Étant importateur de fromage fin, Noël est très important. Et j'ai intégré l'entreprise avec aucune connaissance en vente et aucune connaissance en fromage. Donc, ce fut un succès extraordinaire. Vous sentez le sarcasme oui, le ici. sarcasme. Donc, non, ce fut un insuccès. Donc, j'ai généré une décroissance sur les mois avant Noël pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise. De mon passé, encore une fois, d'athlète, j'étais pas habitué à ce niveau d'échec. Alors, j'ai investi dans la connaissance, premièrement de notre liste de prix, puis deuxièmement des clients desquels j'étais responsable, pour arriver au mois de janvier, après 2 mois de vacances, après 2 semaines de vacances, très concentré, puis en connaissance de cause. Ouais. Et à partir de là, l'année 2011 s'est très bien déroulée. Les ventes records se suivaient semaine après semaine. J'avais un meilleur support de la part de mon père parce que j'étais plus connaissant, donc c'était plus intéressant de discuter avec moi pour lui. Donc 2011, ça s'est bien passé. 2012, je m'intéresse à lancer une école pour former nos clients parce que je reconnais que mes clients ne font pas la différence entre des produits fortement différenciés, importés ou québécois qui ont des éléments différenciateurs au niveau organoleptique. Puis je me dis, on ne peut pas discuter avec eux de la force de notre compagnie s'ils ne comprennent pas notre vocabulaire. Donc, formons-les. Donc là, je vais en Europe, je me forme début 2012. Je reviens avec une idée d'école de fromagerie, puis là, on lance ça, puis on forme les acheteurs de chez Sobeys, on forme des clients indépendants, on a un succès important à ce niveau-là. Puis là, je me dis, OK, là, notre équipe de vente est formée, les 45 employés de notre entreprise ont été aussi formés, c'était comme mes cobayes. Je me suis dit, je vais former tout le monde à l'interne avant de former des gens à l'externe pour avoir du torque. Donc là, 2012, ça se passe comme ça. 2013, je me donne le titre de coordonnateur des ventes qui ne sert à rien. On avait déjà une directrice des ventes qui était extraordinaire, donc je n'avais pas besoin d'être coordonnateur des ventes. Donc là, ça, c'était, un des nombreux faux pas que j'ai fait. Mais on t'a laissé faire. Oui, en ce sens, il n'y avait pas de définition de rôle ou de responsabilité dans l'entreprise jusqu'à ce moment-là. Donc, je me forgeais une route au mieux de ma connaissance actuelle à ce moment-là. Donc là,
2014, je me lance dans la réfaction des opérations internes pour que la période rush de Noël soit gérée plus adéquatement pour que notre équipe et nos clients augmentent leur niveau de satisfaction. Donc là, je me dis, on se penche sur notre gros moment de l'année pour rendre ça, disons, un moment moins extrêmement intense. Parce qu'habituellement, notre famille, du 15 novembre au 21 décembre, on faisait des shifts de 18 à 20 heures ensemble, puis on demandait à nos équipes de faire des heures tout à fait extraordinaires aussi. Puis parce que on était une petite équipe, puis je pense qu'on avait une extraordinaire relation avec nos équipes, on réussissait à les faire embarquer là-dedans. Mais de façon réaliste, c'était des demandes qui sont, disons, difficiles auxquelles c'est difficile de répondre. Oui. Donc là, 2014, super année. On fait une extraordinaire année au niveau financier. On met en place une équipe de leaders. Puis là, 2015 arrive, puis c'est le moment de parler de transition de propriété. Alors, ce que je comprends, Maxime, c'est que tu es rentré dans l'entreprise avec beaucoup d'intérêt, très peu de connaissances. Et de par ta personnalité, de par ton bagage comme coach, leader d'équipe et aussi ta volonté de compter des buts, puis de réussir puis de gagner, ça a accéléré en fait ta compétence ou ta prise en charge de la formation. Alors rapidement, tu t'es investi dans plusieurs secteurs de l'entreprise pour comprendre le modèle d'affaires. Ça, est-ce que tu peux dire que ça, c'est une réussite? Peut-être, OK. si on force le mot réussite, je pourrais l'admettre, mais je pense que la prochaine partie de l'histoire va dévoiler que c'était une réussite à un quart, admettons. Un gros 25 sur 25, mais c'était une note sur 100 %. D'accord. Donc, à ce moment-là, Donc 2015 on parle arrive, de c'est relève. janvier, et là, ça fait quelques mois qu'on parle plus intensément de relève, et il y a une rencontre qui est demandée par mes parents, puis ils m'annoncent que sont plus capables. Ils sont plus capables que eux et moi, on soit en constant conflit par rapport au changement et au rythme de changement que j'amène et à la façon dont je fais les choses. Et moi, je suis aussi irrité de la façon dont eux font les choses. Donc, d'un succès financier d'une équipe à 3 moteurs extraordinaires, mes parents ont été toujours des entrepreneurs extrêmement performants. Et j'ai la chance présentement d'avoir un track record positif aussi. Donc, on avait 3 excellents moteurs, mais avec un léger désalignement. Et ce que ça fait, c'est qu'au départ, le léger désalignement a causé de légères frictions. Mais je n'avais pas les mots, et peut-être les avait-ils pas non plus, pour qu'on puisse communiquer habilement, puis mentionner nos attentes respectives, puis arriver à aligner les moteurs ou à en ralentir certains. Mon impatience à ce moment-là était marquée, puis mes frustrations étaient visibles souvent dans mon visage, dans ma façon d'agir avec les gens. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de communication qui était nécessaire, mais on était tous mal à l'aise, puis tous, on manquait de vocabulaire pour être capable de s'exprimer adéquatement dans cette situation qu'on n'avait jamais vécue, ni moi, ni eux. Donc, au mois de janvier 2015, on s'est ramassé dans une situation où tout le monde a généré une année 2014 extraordinaire et complètement épuisé et découragé parce qu'on ne sait pas comment on va sortir de ça. Donc là, la décision se prend rapidement parce que mes parents posent un ultimatum. Veux-tu acheter la business tout de suite? J'ai pas la confiance nécessaire, je me sens pas prêt. Alors je dis non, on va la vendre ensemble. Donc c'est soit on vend ensemble, soit tu l'achètes. Puis c'est ça un peu la situation dans laquelle je me retrouve. Puis ça me prend quelques secondes parce que ça fait 5 ans que je me définis comme Maxime Paulus-Gosselin relève des dépendances. D'accord. Alors là, tu avais intégré ça en toi, ce titre-là. Au niveau de mon identité, la façon que je me présentais, puis c'est pas seulement au niveau professionnel, la façune que j'étais perçu par mes collègues de basket, par mes amis, par ma famille, c'était vraiment sous cet angle-là. Donc, c'est une réflexion de vraiment quelques secondes pour dire j'ai pas la capacité de reprendre ça. Je me sens pas la capacité. Est-ce que je l'aurais eu? On ne le sait pas, puisque je ne l'ai pas fait. Puis, au final, on décide, on vend. Alors là, on pense, j'ai raconté l'histoire financière ou de succès entrepreneurial en 2010 puis 2015, mais durant tout ça, il y a énormément de frictions qui se sont créées, puis ça
ça a été très drainant au niveau de l'énergie de mes parents, certainement, et de mon côté aussi. Puis là, moi, j'ai bâti une équipe. J'ai bâti une équipe à laquelle j'ai vendu une vision. La vision de la pérennité, la vision de la croissance d'une entreprise qui est née d'un couple québécois passionné d'un produit international qui est le fromage. Puis cette vision-là, je n'ai pas le luxe de pouvoir leur expliquer que c'est pas ça qui va se passer. Ouais. Alors, l'année 2015 a été très difficile parce qu'on maintenait l'image d'une équipe en croissance et qui allait permettre la pérennité d'une entreprise. Ouais. Puis de l'autre côté, j'étais responsable de structurer la vente de cette entreprise-là avec mes parents, puis une adjuvante à l'interne, Stéphanie Etier, qui a fait un travail fantastique. Donc, on travaillait comme sur deux fronts opposés en même temps. Puis le 4 septembre 2015, l'entreprise a été vendue dans un leverage management buy and buy out. Donc là, je ne veux pas aller dans les détails de l'interprétation Mais en fait, de ça. ce que ça veut dire, c'est que c'est des employés et des gens de l'externe ensemble qui ont acheté les dépendances. Et oui, financé par des groupes du capital québécois canadien. Donc, c'était notre ancienne directrice des ventes qui nous avait quittés avec l'éventuel directeur des ventes que j'avais recruté pour la remplacer, qui se connaissaient puis auxquels on a, dans les gens qu'on est allé voir pour vendre l'entreprise, ces gens-là ont été disons, rencontrés puis ils ont été immédiatement intéressés. Donc, on a eu la chance de faire une transaction qui leur permet aujourd'hui d'être propriétaire d'une entreprise qui fonctionne très bien et qui permet à la famille Paulus-Gosselin, à mes parents d'être à la retraite puis moi de travailler sur d'autres projets. Alors, ce que tu dirais, c'est que bientôt, au 1er janvier 2019, les dépendances existent toujours, Oui. ont continué de croître. Oui. Et donc, en quelque part, il y a une pérennité qui a été assurée ou une continuité, mais ce n'est pas celle qui avait été envisagée. Absolument. Mais c'est peut-être au niveau de l'entreprise, il y a eu une structuration que j'avais commencé à mettre en place, mais les nouveaux propriétaires ont forcé la note sur ceci et ils ont jusqu'à maintenant un succès important. Puis c'est une grande fierté, je pense, pour mes parents, pour moi aussi, de voir que cette entreprise-là continue à générer des emplois pour les Québécois, les gens qui travaillaient avec nous, qui travaillent encore avec eux, puis de continuer à faire la promotion de produits qu'on trouve toujours extraordinaires. On en mange moins parce qu'on n'a pas accès à l'inventaire directement, mais on adore toujours le produit. Alors, Maxime, lui, le 10 septembre 2015, il fait quoi? Il ressemble à quoi? Comment il se sent? Il n'est pas fort. C'est pas un moment reluisant. Je pense que mon identité était en remise en question. Là, j'étais dans le groupement des chefs d'entreprise du Québec à ce moment-là comme relève. Un environnement que j'ai absolument adoré, des gens que j'ai rencontrés là-bas desquels je m'entoure toujours. Donc là, il m'appelle, hey, veux-tu embarquer dans tel projet? Veux-tu, hey, on part une affaire de plastique, tu veux-tu être directeur général? Là, moi, je suis bon dans le fromage. J'avais une compétence technique très approfondie à ce moment-là. J'avais développé un style de leadership que je trouvais intéressant, malgré que pas très peaufiné. Puis là, je répondais aux appels, oui, peut-être, puis tout d'un coup, j'ai dit à tout le monde, non, je ne suis pas capable de prendre le prochain défi immédiatement. Puis dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, j'ai commis tellement d'erreurs, mais dans le feu de l'action, on a peu le temps, on prend peu le temps, j'ai pris peu le temps de réfléchir comment j'aurais pu faire mieux au jour le jour. Donc là, le 4 septembre, c'est vendu. Le 25 septembre, je prends un billet aller simple pour le Nicaragua. Je pars avec toute la littérature que je suis capable de trouver dans des e-books. J'ai un sac plein de livres, des magazines, des recherches faites par KPMG, PwC, Deloitte International, Raymond Chabot au Québec, toutes les entités universitaires que je peux trouver. Puis je pars avec l'idée que je vais comprendre la relève entrepreneuriale, je vais apprendre l'espagnol, puis je vais devenir un surfeur. Donc ça, c'était trois objectifs pour partir au Nicaragua. Puis c'est ça, je suis parti le 25 septembre 2015 avec ces objectifs-là. Et tu es revenu comment? Je suis revenu 2 mois plus tard en n'ayant pas beaucoup dormi, mais en étant
infuser de nouvelles connaissances par rapport à la relève, par rapport à des techniques, par rapport à comment faire face aux choses, comment communiquer habilement, comment utiliser des mots qui sont compréhensibles par l'ensemble des gens, puis surtout par une nouvelle compréhension du leadership qui est basée sur l'écoute plutôt que sur la façon que je verbalise mes demandes, ma vision. Donc, c'est un renversement complet de ma perception du leadership, puis une nouvelle compréhension d'un monde que j'ai vécu sans le comprendre, puis là que je comprends puis que je vis plus. Donc, je suis revenu le 25 novembre avec une idée d'un projet web pour faciliter l'alignement des visions entrepreneuriales intergénérationnelles pour le Québec, le Canada, le monde, puisque j'ai l'habitude de voir c'est grand. Ça. Donc, je suis revenu avec ce projet-là au Québec 2 mois plus tard, en parlant espagnol, puis en sachant très bien comment surfer. Oui, c'est extraordinaire. Tu avais rempli tes 3 objectifs. Exactement. Donc, c'était le temps de revenir au Québec. Puis, avec le recul, donc tu as pris le recul, tu as pris le temps d'apprendre, de connaître aussi, j'imagine, de plonger un peu en toi, de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi les grandes leçons que tu as apprises en faisant ça sur ce qui s'est passé dans ton histoire? Premièrement, je propose à tout le monde de faire le plus de surf possible parce que le va-et-vient des vagues et l'océan sont une technique de méditation que je suggère à tout le monde. Donc, pour se retrouver avec soi-même au milieu de l'océan, c'est une bonne place. Quand il n'y a personne à 5 km à la ronde, puis tu es tout seul avec toi-même, tu as le temps de réfléchir. Donc oui, premièrement, être capable de faire une rétroaction à soi-même, d'une meilleure connaissance de soi, une reconnaissance de ses forces, de ses faiblesses. C'est quelque chose qu'on se fie sur nos forces. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc, je vais arriver à l'objectif, mais d'être plus réaliste par rapport à nos faiblesses, puis d'être capable de s'observer soi-même. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris à faire, mais duquel j'aurais pu profiter beaucoup plus l'ayant découvert plus tôt. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est l'importance de l'écoute. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment la plus grande faiblesse que j'avais. J'avais un objectif clair, je savais comment y aller, j'allais y aller. Mais il y a une équipe là-dedans, il y avait mes parents qui étaient là-dedans. Puis cette perception de « je vais y arriver seul » n'est plus une perception que je maintiens aujourd'hui, ni dans ma carrière, ni dans ma vie personnelle. Je pense que tout est un jeu d'équipe, puis il y a toujours moyen de mieux écouter. Donc, j'écoute. Et la troisième chose qui, pour moi, est extrêmement importante, c'est la patience. Donc, aussi apprise sur les vagues, puisque si mais il faut que tu attendes la bonne vague. Exactement. Les nouveaux surfeurs qui essaient d'attraper chaque vague finissent par en attraper aucune. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que la leçon est bien apprise. La patience, l'écoute et la patience combinées permettent de mentionner des attentes de part et d'autre, puis d'arriver à accomplir des choses complètement extraordinaires. Alors, tu as appris 3 choses. Ce que je comprends, c'est 1, la connaissance de soi. Oui. 2, l'écoute, mais l'écoute active. J'imagine aussi être capable de reformuler puis d'aller plus en profondeur, poser les bonnes questions. Absolument. Et la patience. D'écouter adéquatement, puisque même si on pose une bonne question à quelqu'un qui ne s'attend pas à ce qu'on la pose, la première fois qu'une personne réfléchit à une question difficile, la réponse qu'on aura probablement sera émotive, directe, peut-être cinglante, mais si on a la patience de dire « wow, c'est une nouvelle information, ma question comporte de l'information nouvelle qui est peut-être choquante pour quelqu'un. » Donc, si on se permet, de part et d'autre dans une conversation, de prendre le temps de réfléchir au sujet, la relève, mais que ça soit n'importe quel sujet, ça s'applique aussi bien. Ça nous permet, de part et d'autre, de réfléchir, puis de se redonner rendez-vous. Reparlons-en à un moment où est-ce que c'est plus adéquat. Donc, je pense que ces 3 choses-là, mises ensemble, me permettent aujourd'hui j'ai continué à étudier la relève, j'ai continué à m'auto-former, puis à être formé par des professionnels autant aux États-Unis qu'au Canada pour vraiment parfaire ma connaissance de ce domaine-là. Donc, je pense que les certificats que j'ai faits au Business Family Foundation à Boston, plus les livres que je continue à absorber le plus que je peux parce que ça me passionne, mes contacts avec les entrepreneurs qui vivent cette situation-là, puis les apprentissages que j'ai faits dans la situation me permettent aujourd'hui, malgré mon jeune âge, d'aider
des chefs d'entreprise, des gens qui ont 50, 60, 72 ans, pour la personne avec qui j'ai conversé qui avait le plus d'expérience, qui était la plus âgée, jusqu'à 8 ans, qui étant l'entrepreneur futur le plus jeune avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Je pense que mes expériences et ma passion pour le sujet me permettent de les conseiller, mais la connaissance de soi, l'écoute puis la patience, moi, je peux tenter de l'enseigner, mais ça prend un engagement total de la part des gens avec qui je travaille pour réussir à faire un succès. Donc, je ne suis pas une machine à faire des succès, je suis un consultant, un conseiller qui, je pense, reconnaît les dynamiques complexes d'une relève entrepreneuriale, puis tente d'éviter avec mes collègues les écueils connus en mettant en place des structures de communication puis en permettant aux gens de se donner un petit peu de temps. Puis justement, dans toutes ces connaissances-là que tu es allé chercher, ça serait quoi les principaux pièges que votre famille aurait pu éviter aujourd'hui, là, si tu recommençais? Là? Je pense que mettre en place des forums de communication clairs, parce que on parlait régulièrement. On n'avait pas de 2010 à 2015, on avait des conversations constantes sur plein de sujets habituellement opérationnels. Comment se passe tel client, comment se passe tel fournisseur, comment se passe tel fromage, comment on va gérer tel processus. Puis le mot processus, on ne l'utilisait pas vraiment, donc on utilisait des mots du quotidien. Maintenant, ça, c'est le quotidien. Mais la relève demande un forum où on peut se poser des questions plus en profondeur sur la vision à long terme de l'entreprise, sur les attentes de croissance. Si moi, je suis la relève, puis j'ai l'intention que durant les 5 prochaines années de co-gestion, où est-ce que je vais co-gérer avec mes parents, qu'on fasse une croissance de 20 de 50 de 100 par année. Là, ce n'était pas le cas dans notre entreprise, mais puis que mes parents, eux, s'attendent à ce que ça grandisse à 2,3 au niveau de l'inflation. Bien, évidemment, on va créer un conflit, mais je pense que dans un endroit, un temps où on a la chance de communiquer sur ce type de sujet-là, bien, on va arriver, peut-être avec un médiateur, à utiliser des mots respectueux, puis à écouter l'autre pour éventuellement avoir un alignement. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'en étudiant la chose, puis en lisant de plus en plus, je réalise que c'est pas une problématique des familles entrepreneuriales. C'est une problématique entrepreneuriale parce que n'importe quel PDG, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel leader qui a un règne ou qui applique ses compétences, ses connaissances dans n'importe quelle organisation, laisse son empreinte. Et au moment de trouver une personne qui va être capable de reprendre ces responsabilités-là qu'il a maintenues, il y a tout un défi de délégation, d'alignement des visions, de capacité, de compétences, de valeurs, de toutes ces choses-là. Donc, je me dis, on concentre la problématique sur les familles entrepreneuriales parce que moi, ça me passionne, puis c'est des gens avec qui j'ai une facilité de créer des liens. Mais on regarde, Jack Welch l'a fait avec GE, on regarde, il y a des grands groupes québécois qui ont des problèmes extraordinaires à la passation de leadership de leur PDG. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre entre familles entrepreneuriales, mais on a autant à apprendre à l'extérieur de notre petit groupe dans plein d'autres entreprises qui vivent la même dynamique. Bien, j'abonde dans le sens, oui, pour le transfert du leadership, mais il est certain que dans une famille, il y a des sensibilités et de l'émotivité qui est un petit peu plus exacerbée qu'entre non-membres d'une même famille qui se transfèrent le pouvoir puis le leadership. Bien, je pense. En tout cas, je pense que ça ajoute... C'est ça, c'est une situation extrêmement complexe dans toutes les entreprises. Oui. Et c'est plus complexe dans une famille entrepreneuriale. Il y a une question d'équité et d'égalité. Donc, est-ce que, tu sais, des fois, il y a des familles avec des multiples repreneurs, des frères et sœurs, ou avec des... Puis là, maintenant, on fait beaucoup, on parle beaucoup de transfert hybride, où il y a des gens de l'entreprise, il y a des gens de l'externe qui sont attirés vers le potentiel d'une entreprise, qui vont devenir propriétaires. Comment on va gérer la différence entre les responsabilités d'un propriétaire, les responsabilités d'un gestionnaire, puis les responsabilités d'un membre de la famille? Et je pense qu'il y a des outils extrêmement pertinents pour être capable d'avoir ces conversations-là. Mais juste en parlant avec toi, qui connais très bien le phénomène, on a déjà utilisé, je pense,
50 mots qui devraient être définis en détail pour que moi, en 2010, pour que je puisse comprendre la conversation qu'on a aujourd'hui, j'aurais besoin d'un dictionnaire. Donc, j'imagine que plein d'entrepreneurs ont besoin d'aide à comprendre l'étendue des problématiques qu'on mentionne. C'est pour ça que dans les pièges à éviter, si je reviens à ma question, c'est que la création de forums appropriés pour avoir ces conversations-là, puis à la limite, être accompagné pour comprendre de quoi on parle. Mais je pense que souvent, juste au niveau de la curiosité. Moi, je fais la promotion sans cesse de la curiosité. Je pense que d'avoir un environnement où est-ce que des gens ont des connaissances différentes ou des approches différentes de celles qu'on a déjà. Des fois, dans notre famille, on a des styles de leadership similaires ou des expériences similaires du fait qu'on est très proches les uns des autres. D'être capable de briser cette bulle d'isolement-là puis d'avoir des gens qui nous entourent, qui ont des idées différentes, bien, ça alimente la curiosité autant des chefs que des relèves d'entreprise. Puis cette curiosité-là se transforme des fois en une lecture, un article, un TED Talk, une conférence à laquelle on va, et là, il y a un déclic. Il y a une rencontre avec quelqu'un, un chercheur, comme un entrepreneur d'une autre génération, comme un consultant, comme n'importe qui amène de l'information nouvelle puis qui permet aux gens d'utiliser leur curiosité humaine, qui est normale pour... On en a tous un niveau de curiosité. C'est en l'alimentant constamment qu'on réussit à aller chercher de nouvelles connaissances, puis à faire avancer la conversation entre les entrepreneurs. Donc oui, tout à fait, des forums appropriés, puis une curiosité constamment alimentée par des gens différents, soit compétents si on est chanceux. C'est pas facile de rencontrer des gens compétents dans ces milieux-là très complexes comme la relève entrepreneuriale. C'est pas juste légal, c'est pas juste fiscal, c'est pas juste un transfert de leadership. C'est pas juste entrepreneurial, c'est un ensemble complexe de tout ça. Donc c'est pas évident de trouver des gens compétents pour s'entourer. Ça prend un fit en plus avec ça. Parce de que personnalité. Tu parles de choses très, très intimes, donc ça prend un fit avec ces gens-là. Parce que quelqu'un peut avoir une compétence extraordinaire de laquelle on a besoin comme entrepreneur. Je me mets dans les souliers d'une relève d'entreprise. J'ai besoin d'avoir de l'accompagnement, j'ai besoin de nouvelles informations, j'ai envie de l'avoir. Je rencontre quelqu'un qui a les connaissances dont j'ai besoin, mais au niveau de sa technique d'enseignement ou de sa capacité à écouter, ce conseiller-là, il n'y a pas de fit. Puis ça peut être cette personne-là peut déjà avoir une relation historique avec la génération actuellement propriétaire, donc les chefs d'entreprise. Puis là, ça crée toute une dynamique difficile. Comment rester objectif en tant que conseiller pour une famille entrepreneuriale? C'est tous des sujets qui rendent, encore une fois, cette situation-là extrêmement complexe, mais ô comment passionnant. Maxime, en conclusion, là, disons, là, avec le recul que tu as, avec toutes les connaissances que tu as acquises, maintenant avec ta job d'accompagnateur, si tu veux, de facilitateur, ce serait quoi ton grand message pour... non pas pour éviter des histoires qui finissent pas comme on l'aurait souhaité, mais plutôt pour essayer de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça serait quoi ton grand message? Ça fait plusieurs fois que tu me poses la question, puis à chaque fois, je change ma réponse. Fait que je vais continuer à la changer. Puis aujourd'hui, donc bientôt janvier 2019, ce sur quoi je mets le plus d'emphase, c'est la curiosité. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur qui est curieux par rapport à lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une analyse de ses capacités. Un entrepreneur qui est curieux des gens qui l'entourent va poser des questions pour apprendre à mieux les connaître, va être intéressé à mettre en place des structures pour faciliter cette communication-là. Puis, un entrepreneur qui réalise, à force de questionnement, de curiosité par rapport à soi-même, par rapport à son environnement direct, donc son entreprise, par rapport à l'environnement externe, son marché, comment ça se passe, à force de se poser des questions et de ne pas aller sur des certitudes définies et fermées, va probablement finir par s'ouvrir vers des gens qui peuvent l'aider. Donc, je pense que ma réponse d'aujourd'hui, c'est que si on peut alimenter la curiosité des entrepreneurs du Québec par rapport à eux-mêmes, par rapport aux gens qui l'entourent, qui les entourent, puis par rapport à s'entourer adéquatement de gens compétents, on peut faciliter une dynamique, un processus extrêmement complexe qui est la relève familiale, entrepreneuriale.
Merci, Maxime, pour ton bel enthousiasme. On est ce qu'on a vécu. Puis je pense que toi, tu témoignes très bien de ça aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps d'arrêt, ce temps de pause. Merci beaucoup.